Bonjour, quasiment rendu au mois de juillet, ça passe tellement vite. Les feux encore vont amener du smog, mais surtout des ennuis pour les personnes qui vivent en proximité des incendies. La mairesse de Chibougamau, je lui ai envoyé la vidéo que j'ai fait sur les feux de forêt. Puis elle m'a dit bravo, elle m'a posé des questions, je lui ai envoyé l'information. Donc, il semble bien que la vision que j'expose dans ce vidéo-là est compatible, cohérent, puis même semble représenter la réalité des gens de pouvoir qui vivent en région versus les gens de la ville. Ça confirme la pertinence de la vision qu'on a développée depuis une dizaine d'années, mais encore davantage depuis 3 ans, en se questionnant, en lisant, en discutant sur ce que devrait être une gestion qui intégrerait l'aspect autochtone du territoire et l'aspect allochtone, les non-autochtones. Dans cette vision-là, on intègre les Premières Nations autochtones, les Inuits autochtones et les Métis en processus de reconnaissance, qui sont ni des Autochtones ni des Métis au sens de la loi, mais qui ont une culture historique distincte qui est différente des Premières Nations, des Inuits et du reste de la population. Dans une même famille de 4 garçons, par exemple, 3 garçons peuvent totalement être insensibles à l'aspect de leur ascendance autochtone. Puis un garçon, lui, peut être tout à fait touché par ça, puis s'impliquer, lire, comprendre, faire des cérémonies, des expériences. Puis ça peut être le sens de son existence. De la même manière que quelqu'un qui va avoir une révélation, une personne qui va se rendre compte quand elle arrive dans un pays que tout lui semble familier, me semble qu'elle a déjà vécu là, me semble que c'est ici que je devrais vivre. Pourquoi je vis au Québec? Donc, vous savez tout à fait de quoi je parle quand je dis que tu as l'impression vraiment d'être dans tes culottes, puis d'être dans tes bottes, puis d'être au bon moment, à bonne place. Les membres de la culture canadienne-française, d'ascendance autochtone du Québec, les membres francophones, puis les membres anglophones qui sont intéressés d'apprendre le français puis de parler en français. Parce que, autant que pour les Métis de Rivière-Rouge, selon l'idéologie puis la propagande du moment, que le langage des Métis de l'Ouest, c'est le Michif, ben c'est pas vrai, parce que Louis Riel, il parlait pas le Michif, il parlait le français, puis il parlait l'anglais. C'est ce qu'on sait de son histoire. Puis Dumont, puis l'ensemble des personnes, oui, ils devaient savoir des mots, ils devaient échanger avec les Premières Nations dans des termes qu'ils avaient appris, mais ils parlaient pas couramment la langue. C'était pas des traducteurs. Donc, s'ils pouvaient vivre là dans la communauté, c'est que l'ensemble de la communauté parlait le même langage, donc le français. Parce que l'anglais est venu par la suite avec les orangistes qui sont venus détrôner les Canadiens français d'ascendance autochtone du Manitoba naissant. Donc, ils sont venus tasser ça, sont venus prendre le contrôle, sont venus pendre Louis Riel, puis sont venus mettre fin à la réalité, à l'expansion, puis à la vie de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Manitoba. Ça a été repris par les Anglais. Donc, de nos jours, ils nous font croire que le Michif, c'est tout le monde parle comme ça, c'est les Métis. Si tu parles pas le Michif, t'es pas un Métis. Ben, je vais te dire qu'au Québec, la langue, c'est le français. Le français qui est notre français. Le français qui n'est pas le français de la France. Donc, c'est un français qui a été modifié, qui a été transformé, qui s'est enrichi de la vie sur le territoire. Donc, ce français-là, ce Canadien français-là, c'est le langage des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis quand on discute avec différentes familles de différentes régions, ils ont des mots qui leur appartiennent, des expressions qui leur appartiennent. Puis c'est là qu'on découvre, on se réapproprie de notre langue d'origine, notre langue historique.
Parce que si un membre d'une Première Nation veut réapprendre à parler, par exemple, Abénaki ou Mi'kmaq, puis qui parle l'anglais surtout, c'est surtout son père, mais même son grand-père qui parlait plus la langue, il va devoir faire un effort puis s'approprier mot par mot, structure par structure, syntaxe par syntaxe. Il va falloir qu'il se mette à s'introduire dans la langue qu'il veut apprendre. Parce que tu n'apprends pas une langue comme ça de l'extérieur. Tu dois t'inclure. Tu dois aller dans la culture. Tu dois comprendre la sensibilité de la culture qui est portée par ce langage-là. Sinon, tu ne peux rien comprendre. Par exemple, le Mi'kmaq, les chiffres en Mi'kmaq, c'est incroyable. S'il n'y a pas de logique. Puis c'est très long. 1000, c'est très long. 1, c'est déjà très long. Donc, dans le quotidien, est-ce que ces gens parlaient vraiment comme ça? Est-ce qu'ils prenaient, par exemple, 3 secondes ou 5 secondes dans une conversation pour dire un chiffre? Ou bien, les chiffres, à cette époque-là, n'étaient pas vraiment importants. C'est pas ça qui est important. C'était pas la quantité. C'était plus dans la qualité de quelque chose, dans le partage d'une connaissance ou d'un lieu, ou peu importe. Donc, les Canadiens français, l'ascendance autochtone du Québec, l'ensemble des personnes qui ne vivent pas sur des réserves, qui ne sont pas associées à une Première Nation, ni aux Inuits, mais qui ont une culture, puis qui vivent sur le territoire, voyons donc, c'est bien de valeur, là, mais le monde qui dise que ça n'existe pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même si tu disais ça, on existe. Donc, la preuve qu'il y a une communauté puis il y a une culture historique qui est encore là, c'est notre présence. Parce que oui, il y a des personnes à l'intérieur de se dire de cette ascendance-là, surtout quand ils se disent métis, puis, en guillemets, que légalement, il n'y a pas de métis au Québec. Il y en a à Sault-Sainte-Marie, puis dans le coin de Rivière-Rouge. Donc, on peut parler ici de métis en processus de reconnaissance. Mais les gens qui ont cette culture-là, ce désir d'affirmation de la culture-là, ils vont pourquoi? Il y a une partie des efforts qui peuvent être mis pour avoir un statut reconnu par le Canada, le statut de métis. Mais il y a une manière de le faire, puis j'en ai amplement parlé. Mais c'est surtout aussi qu'il pourrait avoir une partie de tout ça qui va servir à construire la présence de cette culture-là, de la réactualiser. Bon, comment on réactualise une culture? En faisant des chants qui nous sont propres. À l'époque des coureurs des bois, c'était quoi les chants? C'est comment ils célébraient. Dans l'Ouest canadien, les Métis de l'Ouest, eux autres, c'est, on dirait, des 7 carrés puis du violon, puis de la claquette. C'est ça, leur culture métisse. C'est pas de faire des sweat lodges. Puis quand nous autres, ici, on est dans notre culture, puis parce qu'on partage avec des Premières Nations, qu'on va à des cérémonies, que finalement, on fait des sweat lodges, puis qu'on peut en avoir un chez soi après avoir fait toute la progression qu'il faut, puis avoir eu l'autorisation de le faire par un membre des Premières Nations, ou une communauté, ou un aîné, peu importe. À partir de ce moment-là, c'est pas vrai que les gens qui font ça sont comme les gens de l'Ouest disent, parce que les autres font des 7 carrés puis de la claquette. Ils peuvent pas dire que nous, parce qu'on est plus proche des Premières Nations, qu'on est des petits Indiens, puis être comme baveux ou condescendants là-dessus. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on explore notre culture, parce qu'il ne faut pas aller dans la zone de se déguiser. Ça bouge beaucoup, hein? Faut pas aller dans « je vais me déguiser en autochtone ». Parce que je me demanderais pourquoi tu te déguiserais en autochtone, à moins que tu veuilles aller courir l'Halloween. Puis si tu le fais, on sait bien que de nos jours, ça passera pas ton costume. C'est bien correct que ça passe pas. Donc, si tu prends des attributs vestimentaires d'une culture, que ce soit une plume d'aigle, un collier, un choker, puis plus largement, que ce soit des habits typiquement autochtones, il faudrait que tu sois en collaboration, en association
ou proche d'une Première Nation afin de pouvoir t'habiller comme ça. Donc, il y a quelque chose d'essentiel dans retrouver notre culture, d'être avec notre culture, mais de l'exprimer d'une manière qui est cohérente avec ce qu'on vit réellement. On a fait un sondage depuis 1 an, peut-être une 50aine de personnes qui ont répondu, puis on peut voir les pourcentages. J'ai demandé quelles sont les activités traditionnelles que vous faites, que votre famille fait, ou que votre entourage fait, puis avec laquelle vous vous sentez bien, puis vous êtes en accord. Ou quelque chose que vous développez, une activité que vous avez, puis qui vous fait du bien, qui vous conforte dans votre attachement à autre chose que la culture québécoise qui t'est offerte. C'est marginal. Tu vas vivre en dehors des réseaux, en dehors de la publicité, en dehors des offres touristiques. Tu vas aller vivre une partie essentielle de toi, ton rapport à la nature, par exemple, ou ton rapport à toi-même, à la solitude, ou à la collaboration dans une expédition, ou dans l'aventure simplement de te retrouver à une place pendant 1 mois, puis de ne pas bouger, de regarder l'océan du même point de vue pendant 1 mois, puis de camper là. Ton choix d'expérience va être singulier, puis va être différent de ce qu'il a proposé dans un guide touristique de chaque région. Dans ce cas-là, c'est de plus en plus clair que ta culture ancestrale, tu la vis. Puis quand tu as l'occasion d'enrichir ça, parce que tu vas aller servir dans une cérémonie quelconque avec une Première Nation. Puis là, la première année, tu vas aller t'impliquer, tu vas aller servir, tu vas aller... Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Moi, je l'ai fait, puis je le fais encore. Puis les gens avec lesquels il y a quelque chose de possible pour soi-même, c'est sûr que tu es dans l'aide. Parce que dans le temps où tu vas aider, les anciens qui sont là, ils vont regarder. Ils vont te regarder la première fois, mais ils vont te regarder l'année suivante. Puis tout dépendant de l'implication, les défis que tu vas rencontrer en aidant, de la manière dont tu vas les résoudre, les conflits avec les choses que tu as à faire, mais avec les individus. Parce que les cérémonies, c'est des cérémonies de guérison. Donc les gens vont là, les gens qui participent ont quelque chose à guérir. Mais plus clairement, ils sont conscients qu'ils ont quelque chose à guérir. Puis que les cérémonies sacrées autochtones peuvent les aider parce que ça l'a aidé d'autres personnes qui connaissent. Donc, tu t'impliques dans quelque chose, mais tu vas devoir le faire à la manière des Premières Nations. Dans certains cas, ça peut prendre 3 ans que tu vas servir. Donc, l'implication dans ta culture, est-ce que c'est ça? Ou simplement, tu n'es pas intéressé de partager davantage avec les Premières Nations. Tu es plus comme le seraient les Métis de l'Ouest, qui, eux autres, font pas de sweat lodge, mais qui ont des mousquets, qui font des 7 carrés, du violon, puis c'est correct aussi. Il n'y a rien qui n'est pas correct. La manière dont tu exprimes ta culture, qui t'est propre, c'est quand même ta culture. Mais il faut que tu te poses la question à un moment donné, est-ce que c'est vraiment important dans mon existence? Est-ce qu'à cause de cette culture-là, puis de l'exercice que j'en fais, que quand je regarde un problème, j'ai une solution particulière, qui n'est pas exactement celle des autres, ou si ma manière de prévoir un voyage ou l'avenir, a quelque chose de particulier, de spécifique, pas à moi en tant qu'individu, mais plus largement à une manière de faire que possède une communauté à travers le Québec sur le territoire. Puis de retrouver même, dans d'autres provinces, cette même manière de faire. C'est-à-dire la manière canadienne-française qui a été métissée par les usages autochtones. Puis les gens sont revenus dans les familles qui étaient des fermiers, même s'ils n'avaient pas voyagé, qui étaient sur l'île d'Orléans, qui n'étaient pas coureurs des bois. Mais il y avait un garçon sur 4 des familles qui allait dans le coin de Miquili-Mackinac. Donc, il se passait, dans les pays d'en haut, une grosse collaboration des mariages à la manière du pays. Puis, même s'il y avait seulement un échange culturel, quand tu revenais sur l'île d'Orléans, après une saison,
tu étais transformé. Parce que, premièrement, tu avais vécu ta liberté d'homme en dehors du carcan de la religion, puis des obligations du Seigneur, puis du code moral, puis l'ensemble de tout ce que ça comprend être un enfant de colon pauvre qui doit travailler sans cesse, puis il connaît pas ça, les loisirs. Il faut que son loisir, ça soit sa vie. Il faut qu'il aime faire ce qu'il fait. Puis s'il va à la pêche, ben, c'est peut-être les moments les plus agréables de sa saison puis de son année. La culture d'origine, quand les gens de Miquili-Mackinac, par exemple, revenaient sur l'île d'Orléans ou dans la vallée du Richelieu, où il n'y avait pas vraiment d'échange avec les Premières Nations tant que ça, à une certaine époque du moins, quand ça s'est normalisé, que c'est devenu plus vraiment un territoire canadien-français, le métissage était moins important. Par contre, il y avait des fils, puis il y avait des oncles, puis il y avait du monde qui était encore à Miquili-Mackinac, puis qui revenait. Qui revenait pour l'hiver ou qui revenait passer un an, puis qui repartait. Puis ces gens-là avaient une manière de faire, qui était métissée. Puis les autres, ben, trouvaient ça intéressant. Ça fonctionnait. Il y avait des nouveaux usages, il y avait des nouvelles manières de voir la situation. Puis ça venait transformer même les gens qui étaient sur l'île d'Orléans. Puis avec les décennies, ça s'est maintenu, puis c'est devenu de plus en plus fort parce que ça a été une attitude face au territoire par lequel tu peux survivre. Le but étant que là-bas, les conditions de survie étaient difficiles. Donc, tu avais avantage à être le plus possible en rythme avec les Premières Nations, la manière dont eux vivaient les saisons, puis à quel moment ils travaillaient fort, puis à quel moment ils quittaient les terres pour aller à tel endroit, ou peu importe. Il y avait le rythme des saisons, puis forcément, tu étais obligé, le moindrement que tu étais en dehors des grandes villes, ben, en tout cas, des grandes villes, des cités à l'époque, Québec, Montréal, Trois-Rivières, peu importe, là. Une fois que tu étais à l'extérieur de ça, tu étais dans un autre monde, totalement. Donc, dans ce monde-là, totalement à l'extérieur, même si tu étais un agriculteur, ben ta famille, les Premières Nations étaient là, puis il y avait un échange. Ils venaient t'aider sur le terrain, ils venaient cultiver des parties avec toi, tu allais à la chasse avec eux autres, puis ça a tout le temps duré, ça. Donc, vous devez comprendre c'est quoi votre rapport à votre culture. Puis, c'est possible que vous devez, par cette recherche-là, faire une liste de choses que vous aimez faire puis que vous faites peut-être pas assez. Ou bien que vous aimeriez faire, mais vous n'avez pas été en proximité de ça. Vous n'avez pas eu la chance dans votre vie de rencontrer des gens qui vous ont ramené à vous à travers des activités. Puis, certaines activités peuvent transformer l'existence d'une personne. Par exemple, il y a des gens qui ont, la première fois qu'ils ont touché un tambour autochtone, ben, il s'est passé de quoi au niveau de faire de la musique, puis au niveau du chant, mais au niveau de la confection des tambours aussi. Il y a des gens qui vont simplement faire du chant et du tambour seuls dans des endroits qui leur font du bien, en accord avec le territoire sur lequel ils vont être, puis dans quel état ils désirent se retrouver. Donc, simplement une réactivation ou une mise en présence d'une activité autochtone peut avoir beaucoup d'écho. Puis cet écho-là qui se produit peut être un déclencheur, comme une clé qu'on met dans une serrure. La porte s'ouvre sur « Tabarouette, j'ai l'impression de revenir chez nous ». Bien, il y a quelque part dans toi une partie de territoire intérieur qui est peut-être pas vraiment explorée. Si tu l'explores, il va se passer quoi? C'est pas l'idée de rentrer dans un scénario, de dire, moi, je suis un membre d'une culture particulière, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les autres me reconnaissent en tant que tel? Non. De toute façon, les cérémonies dans lesquelles tu détermines ton évolution, disons que ça passe par le jeûne de 4 jours, pas mal partout, quand c'est sérieux, puis c'est un engagement pour la guérison, puis te guérir. Puis tu as la possibilité 4 jours que tu manges pas, mais que tu peux boire de l'eau, mais tu as la manière plus warrior, guerrier,
qui est 4 jours, ben c'est 3 jours et demi en gros, là. 3 jours et demi, pas d'eau non plus. Donc, tu manges pas, tu bois pas. Puis à ce moment-là, tu dois alimenter le feu 24 heures parce que tu fais des sweat lodge matin et soir, par exemple. Puis là, la nuit, quand il mouille, ben il y a du monde qui n'a plus le goût de sortir de leur tente, là. Eux autres, là, venir faire le feu, venir sauver le feu, ça leur tente pas. Fait que tu vois c'est quoi leur tempérament quand ils sont dans le problème. Ils sont plus solidaires. Ils pensent rien qu'à eux autres. Ils comprennent pas que aider les autres, même quand ça te tente pas, puis surtout, parfois, à cause que ça te tente pas, que tu vas améliorer ton confort, même si sur le coup, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, tu vas comprendre les gens dans un rapport réel au territoire. Parce que si tu vas sur le territoire puis que tu sors des sentiers, admettons, du CEPAC, ben tu vas te rendre compte que c'est pas mal plus intéressant comme espace. Puis, tu vas découvrir des choses si tu vas dans un mode d'acquisition de connaissances puis de synchronisation avec le territoire. Ça veut dire que tu vas pas parler, ça veut dire que tu vas pas écouter de la musique avec des écouteurs. Ça veut dire que tu vas prendre beaucoup de temps arrêté, immobile, afin d'entendre puis d'écouter. Tu vas monter sur des pics, tu vas aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Puis ton expérience va se définir en fonction de ce que tu es capable de percevoir. Donc, ta culture, est-ce que tu vas aller la vivre jusque-là? Si ce territoire-là s'ouvre à l'intérieur de toi, ben tu vas explorer probablement une culture que tes ancêtres t'ont transmis à travers plein de petites choses. Comme je le disais tout à l'heure, dans chacune des régions, les gens ont des mots ou ont des expressions qui sont typiques d'un échange qu'il y a eu à l'époque avec les Premières Nations. Parce que moi, dans ma famille, il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'ai compris il y a simplement 5 ans. Puis là, j'ai en haut de 60 ans. Ça veut dire que 50 ans, au moins un demi-siècle, j'ai jamais su, parce que là, ma mère est morte, mon père aussi, puis quand je me suis posé la question, il était trop tard. Quand on était vraiment tannant, mon père, mais surtout ma mère, disait « Hey, si tu te calmes pas et si tu n'arrêtes pas d'être tannant, on va t'envoyer à Kinak. » On savait pas ce que ça voulait dire, mais de la manière dont c'était dit, on savait que Kinak, ça devait être vraiment pas agréable. Puis le temps passé, puis on s'est plus posé de questions sur ce que ça voulait dire, mais quand ma mère disait, avant de dire Kinak, ou mon père, elle veut-tu aller à Kinak? Quand je suis venu plus vieux, mon père me disait, tabarnak, Kinak, tabarnak, Kinak. Quand il disait ça, là, je fermais ma gueule un peu. Je savais que c'était plus le temps de négocier. Je devais repousser mon temps de parole à plus tard. Mais ces échos-là, ces comportements-là, j'ai compris avec le temps qu'ils venaient d'une manière qu'eux avaient été éduqués. Puis ce mot-là, Kinak, j'ai compris que ça venait de Michilimackinac. Michili, certains vont dire Michilimackinac. Puis que ce Kinak-là, c'était quand les coureurs des bois, ils revenaient d'un mandat, peut-être après une saison, ou s'ils avaient passé un hiver surtout là-bas, bien là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'ils revenaient dans le confort, dans la vallée du Richelieu. Il y a eu beaucoup d'échanges là, en tout cas. Dans ma famille, il y en a eu. Les fréchettes. Donc, ils revenaient là, puis là, ils disaient « Ouais, je ne sais pas si je retourne à Kinak. » Puis là, les autres, ils disaient « Pourquoi? » Parce qu'ils revenaient avec de l'argent, puis ils racontaient plein d'histoires. Ben, ils disent parce qu'il n'y a pas que des belles histoires. C'est rough en tabarnak, aller à Kinak. Qui est resté, si t'arrêtes pas d'être tannant, tu vas aller à Kinak. Donc, il y a des expressions comme ça. Des pétacs. On mange des pétacs, d'autres, c'est des patacs. Au lieu de des patates. Puis tu peux penser, c'est parler tout croche. Non, ça vient dans une langue de Première Nation, nommée la patate. Ça s'appelle une pataque ou une pétaque. Donc, tu appelles ça comme ça, puis il y a plein de mots qu'on a perdus. Et si on veut avoir notre propre langage, par exemple, comme le mitchif pour les orangistes qui ont kidnappé Louis Riel puis l'histoire véritable, ben toi, en tant que membre de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, ben tu te réappropries ces mots-là, ces usages-là
Parce que dans les mots est contenue une partie de l'histoire. Puis parfois, il y a des réponses à des questions que tout le monde s'est posées à l'époque. Puis que si tu vas sur le territoire, tu vas quand même te poser un jour ou l'autre. Puis si tu as la réponse, puis que tu la comprends, ben les ancêtres, ils vont t'aider beaucoup à ce moment-là. Puis dans la vie de tous les jours, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à la propriété privée, peu importe, ben il y a des usages de base qui font que quand tu agis de cette manière-là, tu t'assures d'une chose, que tu ne vas pas troubler l'harmonie puis que tu vas garder la cohésion, même si tu dois expliquer ou dire aux autres que tu es totalement en désaccord avec la décision qu'ils sont sur le point de prendre. Bon, tu vas l'avoir dit, mais les autres vont t'avoir écouté. Certains vont t'avoir posé des questions, même s'ils ne sont pas d'accord, pour comprendre en profondeur pourquoi toi, tu n'es pas d'accord avec eux autres. Et une fois que ça va être terminé, le cercle de parole, ben le consensus va être là, puis ça se peut que tu sois encore en désaccord complet. Par contre, tu vas avoir compris pourquoi les autres pensent de cette façon-là. Et si le désaccord, au fil des années, persiste et devient trop grand, bien là, tu as la possibilité de changer de région, d'aller dans une autre communauté, d'être adopté, ou peu importe comment ça fonctionnait à l'époque, de participer à un échange. Donc, ta culture, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment t'intéresse à ouvrir la serrure, puis aller à l'intérieur, puis voir ce que c'est? Est-ce que tu es prêt à lire? Donc, quand je parlais de quelle manière on peut actualiser notre culture, puis qu'on doit le faire en tant que membre de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, dont la caméra bouge sans cesse, ben on pourrait faire des chants. On pourrait avoir nos propres chants. Comme je l'ai dit, les 3 accords, c'est en ligne directe avec une partie de notre culture, mais qu'est-ce que les coureurs des bois, puis qu'est-ce que les premières familles faisaient aussi? Donc, il y a une partie de ça, mais il y a aussi autre chose. Donc, faire typiquement des chants qui parlent de cette époque-là aussi, des chants historiques. On se réapproprie notre culture, notre musique, puis on l'amène ailleurs. On la fait jazzer. Donc, il y a aussi, par la poésie, on pourrait avoir une maison d'édition ou un réseau dans lequel il y a des poèmes qui sont publiés, des nouvelles, idéalement des romans, des séries de romans qui vont mettre en scène cette culture-là. Puis la personne pour écrire ça va avoir fait des recherches, elle va avoir lu les historiens ou peu importe, elle va avoir entendu la mémoire de ses grands-pères ou les anciens des histoires. Puis tu fais un mélange de tout ça, puis tu mets en scène des personnages dans lesquels les autres de ta culture vont se retrouver. Ils vont trouver ça intéressant. Ça va les amener peut-être eux-mêmes à écrire. Et à partir de là, faire des films sur ça, des séries télévisées. Puis, faire des événements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un festival comme les Acadiens, une célébration, où sur scène, les gens viendraient, où on verrait des films, où il y aurait des pièces de théâtre, où il y aurait des activités de partage, de connaissances. Une section pour la chasse, une section pour la pêche, pour le canot, comment on voyage dans l'espace, comment on réside, de quelle manière on se fait un abri, mais de quelle manière on utilise les abris, qu'on les transporte, de quelle manière on va habiter le territoire, de quelle manière on se nourrit sur le territoire, de quelle manière on boit, et c'est quoi le chemin que tu dois prendre pour te rendre quelque part, selon ce que tu veux vivre, selon ce que tu cherches. Alors, si on avait ce foisonnement culturel, ben, on pourrait impliquer de plus en plus de personnes, puis on développerait assez rapidement un réseau intéressant. Puis mieux que ça, c'est que soudainement, on aurait une reconnaissance culturelle automatiquement. Là, ils pourraient dire, ben voyons donc, là, c'est quoi qu'on fait qu'eux autres? On va leur donner des bourses aussi. On va les reconnaître, puis quelque chose va se produire. Mais si on passe pas par là, par s'investir de notre culture, la découvrir, puis aller de l'avant avec ça, bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va demeurer au niveau de judiciarisation, au niveau des cours, au niveau
des décisions des tribunaux au niveau des avocats.